bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Le Maroc a violé le cessez-le-feu à travers l'intrusion de son armée pour attaquer les civils sahraouis qui manifestaient pacifiquement devant la brèche illégale d'El Guerguerat. Dans ce journal, nous verrons les réactions internationales et nous écouterons le décryptage de notre invité, Mustafa Ait Mouhoub. Après plusieurs jours d'hospitalisation, l'ex-président de la jeunesse sportive de Kabylie, Mohamed Cherif Hannachi, a tiré sa révérence ce vendredi. Nous revenons sur sa carrière exceptionnelle dans ce journal. La situation sanitaire en Algérie demeure inquiétante. 867 nouveaux cas confirmés, 402 guérisons et 14 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Nous suivrons les conseils des médecins dans un cabinet ORL à Alger. Un reportage à suivre. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Aux premières heures de l'aube, le Maroc a violé le cessez-le-feu à travers l'intrusion de son armée pour attaquer les Sahraouis qui manifestaient pacifiquement devant la brèche illégale d'El Guerguerat. Un acte dangereux selon le gouvernement sahraoui. Le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué, a indiqué que l'Algérie déplore vivement les graves violations du cessez-le-feu enregistrées ce matin dans la zone d'El Guerguerat au Sahara occidental. Elle appelle à la cessation immédiate de ces opérations militaires dont les conséquences sont de nature à affecter la stabilité de toute la région. L'Algérie appelle les deux parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, à faire preuve d'un sens de responsabilité et de retenue et au respect dans son intégralité de l'accord militaire numéro 1 signé entre elle et l'ONU. Dans le même communiqué, l'Algérie a déclaré attendre en particulier du secrétaire général de l'ONU et de la mission de la MINURSO l'accomplissement scrupuleux de leur mission sans restriction et entrave et dans l'impartialité qu'exige le développement actuel, et réitère son appel à l'endroit du secrétaire général de l'ONU en vue de la nomination dans les plus brefs délais d'un envoyé spécial personnel et la reprise effective des pourparlers politiques conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'Assemblée générale de l'ONU et les principes de la charte. En réaction à cette attaque désespérée, les forces de l'armée populaire de libération sahraoui ont riposté aux troupes marocaines, selon un communiqué du gouvernement sahraoui. Sur le terrain diplomatique, le président de la République arabe sahraoui démocratique et secrétaire général du Front Polisario, Ebrahim Rali, a cisé aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU et le Conseil de sécurité. Retour sur cette attaque et sur l'actualité dans la zone tampon d'El Guerguerat avec Amel Bouarba. Ce sont des civils sahraouis non armés qui manifestaient pacifiquement depuis le 21 octobre dernier pour la fermeture définitive de la brèche illégale d'El Guerguerat, qui ont été ciblés par une agression militaire menée par l'occupant marocain. Tôt ce matin, des civils sahraouis représentant des associations de jeunes, de femmes et des organisations des droits de l'homme ont été surpris par les attaques des forces marocaines qui ont encerclé les lieux dans cette région située dans la partie sud des territoires sahraouis libérés sous l'observation de la MINURSO. Face à l'impunité et au silence international assourdissant, les forces marocaines ont même procédé à l'ouverture illégale de 3 nouvelles brèches dans le mur de sable construit par l'occupant marocain dans les années 80. Une nouvelle violation en porte-à-faux avec la légalité internationale et les résolutions des Nations Unies. Cette agression marocaine est de nature à jeter de l'huile sur le feu dans le conflit sahraoui, représentant une violation flagrante de tous les accords et notamment du cessez-le-feu conclu en 1991. Cette attaque a d'ailleurs contraint l'armée sahraoui à riposter pour protéger les civils des armées. Dans ce sillage, le Front Polisario a appelé le peuple sahraoui à resserrer ses rangs et faire preuve de détermination et de bravoure pour contrer les attaques marocaines et libérer le pays. Il a appelé l'ensemble du peuple sahraoui à se dresser comme un seul homme avec fermeté et courage pour faire face à une éventuelle agression brutale avec tout ce que cela implique comme sacrifice. Dénonçant un acte odieux et désespéré, le gouvernement sahraoui a pour sa part souligné que les batailles ont commencé et la guerre imposée au peuple sahraoui a éclaté. Il a qualifié ces affrontements de nouvelle étape décisive dans la lutte du peuple sahraoui pour sa liberté et sa souveraineté et appelé les Nations Unies à assumer sa responsabilité pour mettre fin aux agressions répétées de l'occupant marocain.
Et avant de découvrir les réactions internationales, on vous propose dans ce journal le décryptage de notre invité, Mostafa Ait Mouhoub, journaliste spécialiste dans le conflit du Sahara occidental. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. En menant cette attaque, le Maroc a violé l'accord de cessez-le-feu. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut expliquer cet accord pour les téléspectateurs? Un accord de cessez-le-feu signé en 1991 entre le Polisario et le Maroc. Oui, le traité de paix que devaient signer le Maroc et le Sahara occidental a commencé au mois d'août 1988. En réalité, c'était un processus initié par l'ONU et l'Organisation de l'Unité africaine pour aboutir sur un référendum d'autodétermination qui permettrait aux Sahraouis de s'autodéterminer sur leur avenir. Ce processus s'est consolidé en 1991 par la signature d'un accord de cessez-le-feu entre les deux parties en conflit, c'est-à-dire le Polisario, représentant légitime du peuple sahraoui, et le Maroc. Si vous voulez, cet accord de cessez-le-feu s'est consolidé encore une fois en 1998 par la signature avec la MINURSO d'un traité militaire, une annexe militaire à cet accord. Et cette annexe militaire explique très bien la ligne de démarcation, la ligne de séparation entre les deux parties et comment la MINURSO doit observer justement ce cessez-le-feu. Il y a eu la signature d'un premier traité entre la MINURSO et le Polisario en décembre 1997 et ensuite entre la MINURSO et le Maroc en janvier 1998. Et c'était l'aboutissement justement d'un processus de négociation entre les deux parties qui a surtout sous les auspices de James Baker. Il y a eu deux phases. La première phase qui n'a pas abouti avec James Baker. Il y a eu une deuxième phase. Il y a eu l'accord d'Houston. L'accord d'Houston qui justement stipulait que les deux parties devaient aller vers des négociations directes et pour aboutir à l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui, au bénéfice du peuple sahraoui, sans contrainte administrative ni militaire. Et on vient aujourd'hui, tout ce processus-là vient d'être remis en cause unilatéralement par le Maroc en déplaçant ses unités militaires vers une zone tampon qui devait rester désarmée et en usant des armes contre des manifestants civils sahraouis. Et dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères, on insiste sur le respect de l'accord militaire numéro 1 que vous venez de citer, Monsieur Ait Mouhoub. Alors, quelles sont les conséquences d'une violation d'un tel accord? Oui. D'abord, l'accord militaire numéro 1, c'est l'essentiel de l'accord de cessez-le-feu entre les deux parties en conflit. Cet accord stipule d'abord qu'il existe une ligne de démarcation, c'est le mur de la honte érigé par l'armée marocaine sur 2744 km². C'est un mur de sable extrêmement miné. C'est parmi les 10 champs les plus minés au monde. Il y a plus de 9 millions de mines antipersonnelles et anti-engins dans cet espace. Justement, cet accord il est sur deux aspects. Le premier aspect, qu'il érige deux zones d'accès restreintes au sud sur 25 km au sud et au sud-est, et au nord et au nord-ouest sur 30 km. Il érige aussi une zone tampon sur 5 km au sud du côté de Guelgarat. Et là, il stipule qu'aucune force militaire ne devait pénétrer dans cette zone, aucun équipement militaire ne devait être érigé dans cette zone, et aucune manœuvre militaire ou tir d'armes ne devait être exécutée dans cette zone. Maintenant, avec cette nouvelle réalité qu'on vient de vivre ce matin, c'est le Maroc qui a effreint
cette clause de l'annexe numéro 1 de l'accord militaire en déplaçant une unité militaire vers El Gargarat et en le déployant dans la zone tampon et en ouvrant 3 brèches et en violant carrément d'une manière ouverte le cessez-le-feu en ouvrant le feu contre des citoyens civils. Merci pour toutes ces précisions. Moustapha Ait Mouhoub, vous êtes journaliste spécialisé dans le conflit du Sahara occidental. Merci pour toutes ces précisions. Et vous restez avec nous pour voir les réactions suite à cette attaque qui sont nombreuses. Pierre Galland, président du comité européen de soutien au peuple sahraoui, a appelé une intervention immédiate du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Aminatou Haïdar, la militante sahraoui pour les droits de l'homme, a appelé les Nations Unies à assumer leurs responsabilités. L'ambassadeur du Sahara occidental en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, a dénoncé les attaques en violation avec les accords internationaux. Résumé avec Badia Amarni. Après les attaques marocaines qui ont visé la région de Gargarat au Sahara occidental, de nombreuses réactions ont fusé. L'ambassadeur du Sahara occidental en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, a dénoncé les agissements de l'occupant marocain qui a usé de la force contre les manifestants civils sahraouis désarmés. Le Front Polisario et le gouvernement sahraoui ont toujours mis en garde contre de tels agissements à travers la publication de plusieurs communiqués sur l'attroupement des forces marocaines près de la région de Gargarat et s'apprête à l'ouverture de brèches. La mission de la MINURSO a été également avertie de ces agissements tels que la présence de plusieurs engins pour l'ouverture des routes. Il a été également mis en garde que toute intervention contre les manifestants risquait de mettre la région en état de guerre. Quant à ces violations, par exemple... Aminatou Haïdar, qui vit sous surveillance policière à la ville de l'Ayoun occupée, a réagi via Twitter, appelant les Nations Unies à assumer leurs responsabilités. Selon elle, l'inaction du Conseil de sécurité a encouragé l'occupant marocain à violer l'accord de cessez-le-feu. Pierre Galland, président du comité européen de soutien au peuple sahraoui, a condamné ces attaques qu'il a qualifiées de violation des accords internationaux. Nous suivons effectivement de très près ce qui vient d'arriver, car c'est une violation flagrante du plan de paix et de tout ce que la MINURSO avait tenté de faire, même si elle était pour l'instant très très limitée. Et nous appelons la communauté internationale à réagir d'urgence. Nous appelons le Conseil de sécurité à prendre la mesure de son inaction. Pour sa part, l'Afrique du Sud, par la voix du chargé d'affaires de son ambassade en Algérie, a exprimé la profonde inquiétude de son pays face à cette crise. L'Afrique du Sud, comme membre de la communauté internationale, est extrêmement choquée par cette attaque. Nous pensons que les deux parties doivent éviter toute utilisation de force pour trouver une solution pacifique à ce conflit, car cette attaque pourrait mener à une confrontation entre le Maroc et le Sahara occidental et pourrait à terme créer un conflit dans toute la région. Le représentant du Front Polisario en Europe et à l'UE, Bachir Abi Bouchraya, a appelé les partis solidaires avec la cause sahraoui à soutenir le peuple sahraoui suite à la violation par les forces armées marocaines de l'accord de cessez-le-feu à El Gargarat. Les réactions continuent d'affluer. Et cette réaction du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui vient de nous parvenir, qui regrette les efforts de ces derniers jours pour éviter une escalade à El Gargarat. Ces efforts, selon lui, ont échoué, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric. Guterres se dit profondément préoccupé par les possibles conséquences de ces derniers développements. Il reste engagé à éviter l'effondrement du cessez-le-feu qui prévalait depuis une trentaine d'années entre le Maroc et le Front Polisario. L'Afrique du Sud a réagi par la voix du chargé d'affaires à l'ambassade de l'Afrique du Sud en Algérie. C'est le Patrick Ranko Maïsi. Il revient sur la position du président sud-africain et président de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa. Il a été interviewé par Adel Brahms. Les Nations Unies doivent condamner ces attaques à Gargarat, pousser les deux parties à la table des négociations, seul moyen pour arriver à une paix durable, comme l'a indiqué le président sud-africain Cyril Ramaphosa. La paix durable passe également par la désignation d'un envoyé spécial
pour le Sahara occidental. L'Union africaine doit peser plus pour aider à trouver une solution pacifique et durable au dossier du Sahara occidental en mettant en place des procédures pour l'organisation d'un référendum pour permettre aux Sahraouis d'organiser un référendum d'autodétermination. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette attaque du Maroc contre la zone tampon du Guerguerat. Le monde du football algérien est en deuil. L'ancien président de la GS Kabylie, Mohamed Cherif Hannachi, n'est plus. Suite à cette circonstance douloureuse, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt et à tous les supporters de la GS Kabylie, priant Dieu Tout-Puissant de l'accueillir dans son vaste paradis. Mohamed Cherif Hannachi, écrit le Premier ministre Abdelaziz Jarrad sur sa page Facebook, a laissé une marque indélébile dans l'histoire du football algérien comme joueur et comme dirigeant. L'ex-président mythique de la jeunesse sportive de Kabylie, Mohamed Cherif Hannachi, a tiré donc sa référence ce jeudi après plusieurs jours d'hospitalisation. Né le 2 avril 1950, il a été joueur, dirigeant, puis président de la GS Kabylie. Le monde du football algérien pleure aujourd'hui sa disparition. Retour sur le parcours très riche de cette figure du sport algérien avec Saïd Fellak. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimar, a présenté ses sincères condoléances à la famille, de la presse et aux proches du photographe reporter Zindine Zbar, décédé hier à l'âge de 63 ans. Il était atteint de coronavirus. La corporation de la presse perd un des plus grands noms du domaine de la photographie, a écrit Ammar Belhimar sur sa page Facebook, priant Dieu Tout-Puissant d'accorder aux défunts sa sainte miséricorde et de prêter à ses proches patience et réconfort. Venons-en à la situation sanitaire en Algérie qui demeure préoccupante. 867 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 402 guérisons et 14 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de coronavirus, le docteur Jamel Fourar. On l'écoute. Les indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants. 867 nouveaux cas, 703 nouvelles hospitalisations, 402 patients guéris, 52 patients en soins intensifs et 14 décès. Avec la notification de 867 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 2 cas pour 100 000 habitants, sachant que 10 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures. 18 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 20 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des nouveaux décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 14 nouveaux décès, rahimahullah. Par contre, pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 703 nouveaux patients.
Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 43 779 patients guéris, dont 402 au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs actuellement au niveau de nos hôpitaux au niveau national, nous avons 52 patients hospitalisés en soins intensifs. Et la prévention reste de mise partout. Dans un cabinet ORL à Alger, les médecins martèlent 2 conseils. Premièrement, respecter les mesures barrières de prévention sanitaire. Deuxièmement, n'allez consulter à l'hôpital qu'en cas d'urgence. Les patients rencontrés semblent conscients de la gravité de la situation. En voici d'autres conseils pratiques dans ce reportage signé Jazia Bayou. Pour se protéger efficacement contre le coronavirus, le docteur Farouk Zmiti insiste dans son cabinet ORL sur le strict respect des mesures barrières et appelle à une plus grande vigilance pour endiguer cette pandémie. Quand je vois dehors des gens s'embrasser, etc., et se rapprocher et tout, je me dis, c'est pas possible, elle ne va jamais s'arrêter cette épidémie. C'est un virus qui est nouveau et qui nous demande de changer nos habitudes de vie. C'est très difficile à appliquer. C'est pas évident, mais on est obligé de passer par cette étape. C'est une étape temporaire qui ne va pas durer tout le temps. Moi, je travaille en clinique, je vois tout le temps des Covid. Je n'ai pas eu le Covid, je n'ai pas eu le Corona, parce que je mets toujours le masque, je me lave les mains à chaque fois, juste après une consultation, je me lave les mains. Il faut appliquer les gestes barrières, c'est tout. Il n'y a que ça à faire. Nous, sur le plan pratique, on doit toujours être vigilant. La vie doit continuer, donc aller travailler, faire vaquer à ses préoccupations. Mais l'essentiel, le message, c'est la distanciation, le lavage des mains très fréquent et le port de la bavette. En dépit des appels incessants au respect des gestes barrières, certaines personnes semblent avoir du mal à se conformer aux mesures de prévention. Moi, je porte le masque pour protéger les autres et je suis en droit d'exiger que les autres également portent ce masque de la manière la plus correcte possible, c'est-à-dire en protégeant la bouche et le nez également. On va pas se mentir, on voit dans la rue, tout le monde porte la bavette un peu comme pour protéger le cou, comme si le cou était contagieux, ce qui n'est pas normal. C'est la responsabilité de tout un chacun, nous devons tous se conformer aux strictes mesures de prévention. Afin d'alléger la pression sur les hôpitaux qui connaissent une recrudescence des cas de contamination au Covid-19, les médecins appellent les malades atteints du virus à ne pas se rendre à l'hôpital que dans le cas d'extrême urgence. Parce qu'il y a un afflux sur les hôpitaux, il y a une charge, il y a des contaminations qui se font tous les jours, donc ne consulter que quand il y a une détresse respiratoire. Si le patient a des signes cliniques sans gravité, il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. Parce que les hôpitaux sont saturés. Il y a beaucoup de patients qui ont besoin d'oxygène et qui sont pris à l'hôpital. Mesurer son taux d'oxygène sanguin chez soi sans se rendre à l'hôpital est chose possible grâce à ce saturomètre qui coûterait dans les environs de 4 000 dinars. On s'inquiète quand le malade fait un problème respiratoire, un problème de dyspnée. Il n'arrive pas à respirer. C'est très simple, vous lui dites compter jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il n'arrive pas jusqu'à 20. Ça veut dire qu'il a un problème respiratoire. Ce qu'il faut faire chez ce patient, c'est lui mettre l'oxymètre pour mesurer la pression d'oxygène. Si le patient fait moins de 96, il faut faire attention. Si c'est moins de 92, il faut faire encore plus attention. Pour une meilleure protection contre la pandémie du Covid-19, il faudra donc se conformer aux strictes mesures de prévention recommandées. Des conseils à prendre très au sérieux. On termine ce journal avec la victoire des Verts face au Zimbabwe hier soir. Une victoire de 3-1 dans un match joué à huis clos au stade du 5 juillet. Retour sur ce match avec Sid Ahmed Bouraïb. Les Verts ne sont désormais qu'à un seul point d'une qualification. Une première étape dans la route de la défense de leur titre continental. Les poulains de Jamal Belmadi ont éprouvé des difficultés à entrer dans le match face à une équipe zimbabwéenne très bien en place. Il aura fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir Berdet Bounjeh inscrire son 16e but en sélection. Et juste avant la pause, Sofiane Farouli réussit à doubler la mise d'une superbe tête plongeante. De retour des vestiaires, Riyad Mahrez se déjoue de la défense adverse et lobe le gardien, inscrivant le 3e but du match.
Kadewere, meilleur élément côté zimbabwéen, réussira à réduire la marque en fin de match. Une victoire de 3-1 qui fait la force d'un groupe solide. Le Zimbabwe en bloc, compact, assez bas, c'était difficile. Les espaces, les intervalles. Mais c'est toujours difficile. ديما صعيبة بتلعب فريق اللي يجي بقى يدافع ويلعب les contre-attaques, donc c'est très dangereux. Donc il faut attaquer, لازم تسجل goal et en même temps لازم tu te prépares au contre-attaque. Grâce à ce nouveau succès, le 3e en autant de matchs dans ses qualifications, l'Algérie préserve sa belle série d'invincibilité en atteignant 21 matchs sans défaite et s'approche du record africain détenu par l'Égypte avec 24 rencontres. Lors de la 4e journée prévue lundi prochain, les Fennecs affronteront le même adversaire. Voilà, avec ces images de victoire, nous arrivons à la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi en bas de votre écran. Les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.